La ville de St. John's a vécu 2 élections historiques dans les années 1920. En 1921, les femmes ont pu voter pour la toute première fois. Et, en 1925, elles ont eu le droit de poser leur candidature aux élections. Ces 2 événements marquants ont eu lieu après un long combat. Les suffragettes de la région ont travaillé pendant 3 décennies avant d'obtenir le droit de vote pour les femmes. Après la présentation de la version préliminaire du projet de loi garantissant leur droit de voter aux élections municipales, il a toutefois fallu attendre 5 autres années, marquées par des délais et des querelles politiques, avant que le gouvernement finisse par l'adopter. Le mouvement des suffragettes de Terre-Neuve a commencé en 1890. Cet automne-là, un groupe d'environ 60 femmes de St. John's a créé la section locale de la Women's Christian Temperance Union, WCTU. Cette organisation internationale militait pour l'obtention du droit de vote pour les femmes. Bientôt, d'autres sections ont été créées dans différentes communautés de l'île. Un journal du nom de Water Lily, qui menait bataille en faveur du droit de vote pour les femmes, a commencé à circuler. Le mouvement obtenait un soutien de plus en plus grand, mais il devait aussi affronter de nombreux obstacles. Le premier ministre, William Whiteway, était contre ce mouvement, et la plus grande partie du gouvernement avait la même opinion. Donald Morrison, député de Bonavista à la Chambre d'Assemblée, a présenté le projet de loi en faveur du droit de vote des femmes en 1892, mais la législature l'a rejeté par un vote de 13 contre 10. Le projet de loi a été rejeté une seconde fois, 1 an plus tard. La ferme opposition du gouvernement et de la presse de grande diffusion a freiné les élans du mouvement des suffragettes. Une lettre publiée dans le Daily News de St. John's a toutefois contribué à ranimer le mouvement en 1908. Aucun parti ne peut prétendre être libre quand une classe entière de sa population est gouvernée sans être représentée. Mais il est encourageant de savoir qu'il n'y a aucun doute quant au résultat, et ce, peu importe la longueur du combat. Le mouvement pour le droit de vote des femmes ne peut subir une défaite. L'auteur de cette lettre était Armin Gosling, l'une des suffragettes les plus éminentes de St. John's. Son mari était aussi un partisan de ce mouvement. Gilbert Gosling était un homme d'affaires prospère et le président de la Chambre de commerce de Terre-Neuve. En 1914, il s'est grandement impliqué en politique municipale. Cette année-là, le mécontentement de la population était si grand à cause de la façon dont St. John's était administré, que le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a décidé de remplacer temporairement le conseil municipal élu par une commission. En plus de gouverner la ville, cette commission avait pour mandat de rédiger la première version d'une nouvelle charte municipale visant à améliorer les finances et les services publics de la ville. Une fois la charte finalisée, le conseil municipal serait autorisé à reprendre le pouvoir. Gilbert Gosling a été choisi pour diriger la commission. À sa demande, un point a été ajouté à l'ordre du jour: le droit de vote pour les femmes aux élections municipales. Le 28 mars 1916, après 2 années au pouvoir, le comité a présenté sa charte au gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. 3 mois plus tard, Gosling a été élu maire de St. John's. Malgré ces nouvelles élections municipales, les femmes étaient toujours tenues à l'écart des opérations de vote. La charte municipale de Gosling leur accordait le droit de vote, mais le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a pris 5 ans avant de confirmer son adoption. Plusieurs facteurs ont contribué à ce délai. La Première Guerre mondiale avait englouti la plus grande partie du temps et des ressources du gouvernement, et la situation s'est aggravée à la suite d'une série de querelles politiques qui a entraîné l'entrée en fonction de 5 différents premiers ministres entre 1916 et 1921. Le 2 août 1921,
la législature a adopté la charte municipale de Gosling. Les femmes de St. John's âgées de 21 ans et plus avaient enfin le droit de vote, mais celui-ci était toutefois restreint. Les hommes pouvaient voter s'ils payaient un impôt de capitation de 2 $. De leur côté, les femmes se voyaient accorder ce droit uniquement si elles possédaient ou louaient une propriété en leur nom. Ce déséquilibre réduisait considérablement le nombre de femmes habilitées à voter. La plupart de celles qui pouvaient voter étaient soit des femmes riches, soit des veuves qui avaient hérité d'une propriété. Environ 80 femmes de la classe ouvrière qui étaient propriétaires de leur propre entreprise avaient aussi le droit de voter. Cette loi a marqué l'histoire malgré ses lacunes, et les élections municipales suivantes ont aussi marqué les mémoires. Le 15 décembre 1921, pour la toute première fois dans l'histoire de Terre-Neuve, des femmes ont pu exercer leur droit de vote. Environ 1000 d'entre elles se sont présentées aux urnes ce jour-là. Aucune femme n'avait toutefois le droit de poser sa candidature aux élections. Pour mettre fin à cette situation, la charte municipale stipulait que les femmes devaient aussi avoir le droit de poser leur candidature à l'échelle du Dominion, afin d'obtenir un siège à la Chambre d'Assemblée. Heureusement, Armin Gosling et les autres suffragettes faisaient déjà du lobbying auprès du gouvernement dans un même but. Leurs dures années de labeur ont finalement porté fruit le 9 mars 1925 lorsque le premier ministre Walter Monroe a présenté à l'Assemblée un projet de loi à cet effet. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité le jour même et la loi est entrée en vigueur le 13 avril. Cette victoire tombait à point nommé pour les femmes de St. John's, puisque les prochaines élections municipales devaient avoir lieu dans 8 mois. Le 8 décembre 1925, pour la toute première fois de l'histoire de St. John's, les femmes ont eu le droit de voter et de poser leur candidature aux élections. Cette année-là, 20 candidats se sont disputés 6 sièges au conseil municipal de St. John's. Parmi eux, 3 femmes, Fanny McNeil, May Kennedy et Julia Salter Earle. McNeil et Kennedy étaient des suffragettes de longue date qui ont choisi de mener une campagne commune avec le slogan « Deux têtes valent mieux qu'une ». Elles promettaient d'améliorer les services sociaux et leurs documents de propagande soulignaient l'importance d'élire des femmes ainsi que les obstacles qu'elles devraient surmonter dans l'arène politique. Il n'est pas facile pour les femmes de se présenter comme candidates pour la toute première fois dans le cadre de nos élections municipales. Ce sera une tâche encore plus difficile si elles sont élues, mais le travail qui reste à faire est immense, et il est important et urgent de venir en aide aux femmes. Il y a des préjugés contre nous, et seule la sincérité de nos intentions et notre persévérance peuvent en venir à bout. Pendant notre campagne à titre de candidate, nous avons réalisé que le logement, les égouts, l'enlèvement et l'élimination des ordures, ainsi que l'inspection et la manipulation des aliments sont des problèmes d'une importance capitale. Ces problèmes pèsent directement sur notre santé et sur le confort de nos maisons, et ce que nous avons appris en faisant du porte-à-porte nous incitera à prendre ces problèmes en considération à l'avenir. Contrairement à McNeil et Kennedy, Julia Salter Earle a fait campagne seule. Elle était une fonctionnaire modèle qui rédigeait à la main toutes les lois adoptées par le gouvernement. Son emploi renforçait la crédibilité de sa candidature puisqu'elle avait des connaissances encyclopédiques sur toutes les lois locales. Mais elle était respectée davantage pour son engagement comme dirigeante syndicale. En 1918, Salter Earle avait marqué l'histoire en devenant la première femme de Terre-Neuve à diriger un syndicat local, la Ladies' Branch of the Newfoundland Industrial Workers Association. Au cours des 3 années passées à ce poste, Salter Earle a aidé des personnes sans emploi à trouver du travail et elle a aussi amélioré les conditions de travail dans les usines de la ville et d'autres entreprises.
Elle était donc très populaire auprès des électeurs de la classe ouvrière et des petits salariés. Pendant les élections municipales, ses slogans misaient sur la confiance qu'elle s'était acquise en tant que dirigeante syndicale. Elle aimait aussi se moquer de Fannie McNeil et May Kennedy. Ces deux femmes étaient riches et entretenaient des liens avec l'élite marchande et du monde des affaires. Elle s'aliénait ainsi beaucoup d'électeurs de la classe ouvrière, des gens que Salter Earl s'efforçait de séduire. Finalement, les trois femmes ont été défaites. Parmi les 20 candidats, McNeil s'est classé 13e et Kennedy 15e. Leur campagne n'a pas trouvé écho chez les électeurs. Pire encore, leur promesse d'améliorer les services sociaux a fait craindre une augmentation des taxes à plusieurs. De son côté, Salter Earl est venu près de l'emporter. 6 sièges étaient vacants et elle est arrivée 7e. Sa défaite a soulevé la controverse quand on a découvert qu'une boîte de scrutin avait disparu dans un arrondissement important avant même que les votes aient été comptés. La boîte a finalement été retrouvée et le recomptage a permis de montrer que 11 votes seulement l'avaient privée d'une victoire qui aurait fait d'elle la première femme élue au conseil municipal de St. John's. 44 années se sont écoulées avant qu'une femme soit élue. En 1969, Dorothy Wyatt a gagné ses premières élections municipales. Elle a de nouveau marqué l'histoire en 1973, alors qu'elle est devenue la première mairesse de St. John's. Elle est restée en poste pendant 2 mandats jusqu'en 1981.